Bienvenue au balado L'Astuce, le balado pour les planificateurs financiers, les conseillers en placement et les conseillers en sécurité financière. Dans ce balado, on reçoit des spécialistes de l'industrie, notamment des notaires, des avocats, des comptables, des fiscalistes. On a reçu des actuaires, des économistes, on reçoit aussi des journalistes. Aujourd'hui, mon invité, on le voit tous les soirs à la télévision, à TVA, à LCN. Il animera sous peu le TVA Nouvelle 22 heures en remplacement de Sophie Thibault, qui, elle, remplacera de son côté M. Pierre Bruno. Pierre-Olivier Zappa, bienvenue. C'est un énorme plaisir pour moi et un privilège de te recevoir aujourd'hui. Le plaisir est réciproque. Merci beaucoup de l'invitation. Pierre-Olivier, dans le passé, à l'émission À vos affaires, c'est toi qui me posais des questions, parfois questions pièges. Aujourd'hui, c'est moi qui vais t'en poser. Je vais essayer de ne pas te poser de questions pièges aujourd'hui. Premièrement, je voulais te féliciter pour la promotion à TVA, le TVA 22 heures. C'est vraiment impressionnant de voir ton évolution à TVA depuis. Ça fait quand même longtemps, mais aujourd'hui, tu as 34 ans, puis c'est une belle évolution. Là. Félicitations pour ça. Un gros merci. C'est vraiment un beau mandat qui m'est confié à compter de l'automne, une belle opportunité. C'est aussi en quelque sorte l'aboutissement de ces années à TVA. Puis je dis aboutissement, mais c'est aussi le début d'un nouveau chapitre. Alors, bien hâte d'accompagner les gens à compter du 22 août à 22 heures. Comment t'as vécu cette nouvelle-là, là, en fait, quand les gens de TVA sont venus t'apprendre ça? Est-ce que c'était prévu depuis longtemps? Tu sais, comment t'as reçu ça? C'était pas prévu, non, mais tu sais, j'ai toujours eu la confiance, puis je me sens choyé, la confiance de mes patrons. Donc, lorsqu'on m'a approché en me disant qu'à l'automne, il y aurait possiblement ce défi à 22 heures, puis avec la volonté de rendre le bulletin à mon image, en me laissant beaucoup de liberté, ben, j'ai pas hésité à sauter à pieds joints. Puis, c'est certain que je me sens choyé parce que c'est un poste de confiance, ce sont de lourdes responsabilités, de grosses responsabilités, mais en même temps, l'actualité est tellement foisonnante avec tout ce qui se passe sur le front économique, la campagne électorale provinciale qui va prendre son envol cet automne, les élections. Donc, c'est pas la matière qui manque, puis je vais être là avec la même volonté de simplifier, puis d'expliquer, puis de comprendre avec le public ce qui se passe autour de nous. Mais là, Pierre-Olivier, tu m'as expliqué une affaire parce que ce que j'ai compris, là, c'est que tu conservais l'émission À vos affaires en plus, le TVA 22 heures. Moi, ce que je veux savoir, c'est as-tu trop de temps libre? Non, mais j'en ai du temps libre, heureusement. Les week-ends sont sacrés. C'est certain que c'est un bon programme, un double programme pour l'automne, mais avec les équipes avec qui j'ai l'occasion de collaborer au quotidien, ça va me rendre la vie un peu plus facile d'avoir un petit peu plus de monde qui vont être là en soutien pour m'épauler puis mener à terme ces deux beaux projets-là. Je suis bien confiant d'avoir encore du temps pour mes deux enfants et ma blonde. On parle, tu sais, on travaille en équipe, là, puis c'est sûr qu'il y a une équipe de recherchistes en arrière de tout ça. Tu sais, on parle d'une grosse équipe massive. Tu sais, j'imagine que là, l'équipe, elle va grossir parce que je sais que tu t'impliquais beaucoup dans l'émission À vos affaires. Ben, tu sais, à vos affaires, je parle d'une équipe, on est vraiment une petite équipe, on est surtout un duo. Je suis accompagné ce qu'on appelle un chef de pupitre à LCN, qui est là pour coordonner, faire un peu de recherche, l'émission. Puis j'ai un réalisateur aussi qui met en onde l'émission. Quelqu'un qui nous donne un coup de main pour les questions du public, mais à part ça, ce qu'on voit à la télé, c'est souvent le produit de ce que je fais pendant la journée. Donc, je m'en vais tourner avec un caméraman, puis quand je reviens à TVA, je fais mon propre montage, donc tous les C'est ça? reportages qu'on peut voir le soir. Tu vois, là, je suis en train de faire le montage de deux reportages qu'on présente ce soir à l'émission. Donc, travail de montage, travail de recherche. Quand on travaille en télé, il faut s'intéresser à tous les types de tâches parce que ça rend le travail, ça accélère le travail, je te dirais, de cette façon-là. Je comprends. Là, tu travailles dans l'univers des médias, du journaliste, tu as étudié en communication politique. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que de développer une spécialité concentrée sur tu sais, l'économie, finance personnelle. Clairement, c'est ça qui t'intéressait, qui t'intéresse beaucoup, en fait. Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est vers là que tu t'es positionné comme journaliste spécialiste? Ça a été vraiment un coup de dé de la part de mes patrons qui m'ont approché à un certain moment en me disant on voudrait te confier l'économie à TVA, puis les dossiers économiques, ce qu'on appelle dans le jargon le beat économique. Puis au tout début, je vais être très honnête, j'avais peine à croire qu'on me confie ce mandat-là parce que j'étais beaucoup plus côté politique, côté enquête. J'avais collaboré à l'émission JE,
J'étais allé remplacer des collègues à l'Assemblée nationale pendant plusieurs mois. Donc, quand on m'a approché, puis à l'époque, j'étais lecteur de l'émission du matin à LCN. Donc, quand on m'a approché pour me confier l'économie, je dois dire que je n'étais pas très emballé parce que ce n'était pas nécessairement mon sujet de prédilection à l'époque. Mais rapidement, je dois dire que c'est devenu plus qu'un intérêt, là, c'est une passion, j'en dévore. Ce sont les premières pages des journaux que j'ouvre le matin en me levant, puis c'est vraiment ce qui m'intéresse. Puis ce que j'ai appris aussi à développer en tant que journaliste économique, c'est cette volonté de rendre des sujets qui sont parfois arides, parfois complexes, assez simples, ou du moins de les rendre intéressants pour les gens. Parce que l'économie, ça peut faire peur. Quand on entre dans les chiffres, les concepts, les acronymes qui sont nombreux, tu en sais quelque chose, bien, ça peut paraître lourd pour les gens. Puis il y en a qui lancent la serviette, là, qui se disent, moi, de toute façon, je ne comprends pas ça, ça ne m'intéresse pas. Mais le défi au quotidien, c'est de rendre ça intéressant, parfois, j'ose même dire, sexy. Et une fois qu'on a accroché l'intérêt des gens pour un enjeu, une question, à ce moment-là, on peut aller plus en profondeur. Puis c'est ce que je m'efforce de faire pour le public. Parce qu'au début de la pandémie, moi, je te connaissais comme un journaliste, mais aussi comme un bon, ben, même un excellent vulgarisateur. Puis tout d'un coup, on s'est mis au Québec là, à voir ben, Pierre-Olivier Zappa comme une référence des finances. T'sais, en fait, je pense que les gens des finances personnelles au Québec, t'as Pierre-Yves puis t'as Pierre-Olivier. Puis en fait, comment t'as expliqué ça? Pourquoi il y a eu une hausse? Ben, oui, la vulgarisation est bonne, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la popularité a augmenté tout d'un coup? Bien, je pense que les premiers mois de confinement, l'incertitude économique, financière dans laquelle les gens ont vécu, pour la plupart des gens, c'était le premier choc important, majeur à survenir. Tu sais, du jour au lendemain, tu as des dizaines de milliers de personnes qui perdent leur travail. Tu fermes volontairement l'économie pour les raisons qu'on connaît. Ça a tellement instauré un climat d'incertitude, d'inquiétude et d'angoisse que le rôle que j'ai essayé d'occuper dans ces premières semaines-là, c'était d'informer les gens au mieux de ma connaissance, d'aller chercher l'information pour eux, de régler des problèmes, puis parfois d'en faire plus que ce qu'on voyait en ondes. Tu sais, je ne peux pas compter le nombre de fois où je recevais des courriels, puis il y avait de la détresse, puis je ne pouvais pas répondre à tout le monde, c'est certain, mais quand je rentrais du travail le soir, ben, j'en profitais dans l'auto après l'émission pour appeler des gens, puis essayer de les aider du mieux que je pouvais, parce que cette pandémie-là, puis cet événement-là a mis en lumière le fait, à mon avis, puis on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais le niveau de littératie, entre autres littératie financière, est parfois très déficient chez certaines populations. Puis les gens n'avaient peut-être pas tous les outils nécessaires pour comprendre ce qui se passait, pour aller demander l'aide nécessaire, pour faire les demandes auprès des bons ministères. Donc, j'ai fait du mieux que je pouvais pour aiguiller les gens, les épauler à travers ça, puis aussi essayer d'être rassurant. Parce que je pense autant dans mon rôle de journaliste que celui de planificateur financier, on est là aussi pour être rassurant, puis pour dire aux gens, oui, il y a des inquiétudes, elles sont parfois et souvent justifiées. Cependant, c'est jamais la fin du monde. Il y aura toujours des rayons de soleil à quelque part, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain ou après-demain. Et c'est de susciter cet optimisme qui est aussi important, je pense, que le rôle d'informer les gens. Tout à fait. Puis on parle de pandémie mondiale, là, ça a apporté beaucoup de modifications dans, positivement, négativement aussi. Là. Mettons qu'on garde le contexte financier aujourd'hui. Là, pour toi, qu'est-ce qui a affecté positivement, négativement les finances personnelles des Québécois? Positivement ou négativement, je te laisse choisir lequel tu veux commencer. Je pense que positivement, on ne peut pas se le cacher, les chiffres sont là. Il y a eu de l'épargne excédentaire. Le fait de fermer l'économie, ça a permis à certaines gens, souvent ceux qui étaient les mieux nantis, de mettre de l'argent de côté parce que le voyage à Punta Cana, les sorties au restaurant, on a mis ça de côté, puis on a fait autre chose. Autre côté positif, parce que oui, il y a du positif malgré la crise qu'on a vécue et qu'on continue de vivre, c'est le fait qu'on est mieux conscientisé, mieux outillé, à mon avis, pour gérer ses finances personnelles. Bien des gens n'étaient pas au courant en fait, suivaient pas leurs affaires, laissaient ça aller, laissaient ça entre les mains de quelqu'un, puis ne s'en occupaient pas. Aujourd'hui, on a vécu une crise qui nous a fait comprendre que d'avoir un fonds de prévoyance, que de bien gérer ses affaires, que de placer son argent aux bons endroits, puis de faire un suivi, c'est pas une mauvaise idée. Côté négatif, ben, c'est certain qu'à l'heure actuelle, à mon avis,
on est dans une phase post-traumatique de la pandémie. L'économie est secouée. Il y a évidemment l'invasion russe en Ukraine qui est un peu la cerise sur le Sunday, malheureusement, qui nous amène dans une dynamique d'inflation qu'on n'a pas vue depuis 40 ans, avec tous les soubresauts du marché boursier et les banques centrales qui sont confrontées à des choix déchirants. À mon avis, c'est ce qui est plus négatif, c'est l'angoisse des gens en ce moment. On vient de sortir de 2 ans d'anxiété, puis là, on nous replonge encore une fois dans un contexte économique qui n'est pas évident. Les gens ont besoin de repères, puis en ce moment, j'ai le sentiment que les gens n'ont plus ces repères-là. Tu sais, quand on dit aujourd'hui qu'un véhicule, lorsque tu le sors du concessionnaire, il prend de la valeur, que ton véhicule d'occasion vaut peut-être plus que ce que tu l'as payé il y a un an, je trouve que ce simple exemple-là démontre que l'économie est un peu sans dessus-dessous, c'est un peu le monde à l'envers. Puis ce genre d'excès, ce genre de situation fait en sorte que les gens ont de la misère à s'y retrouver. Puis à cet effet-là, aujourd'hui, puis je vais le présenter à l'émission, je suis allé à la rencontre des gens à Montréal pour leur demander est-ce que vous êtes inquiets par rapport à la situation de l'économie en ce moment avec les hausses de prix, avec les hausses des taux d'intérêt. Et les gens sont très inquiets. Puis ça fait longtemps que je n'avais pas entendu autant d'inquiétude dans la rue de la part de gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'économie, mais qui ont tous le même constat. Ça ne va pas super bien, puis on ne voit pas comment ça pourrait s'améliorer sur un horizon de 6 mois. Là. Fait que selon toi, c'est quoi à quoi ça va ressembler le monde de demain ou plus les défis post-COVID, en fait? Personne n'a le boule de cristal, mais c'est certain qu'on fait face à de gros défis. Je vais prendre un exemple sur le plan des approvisionnements. On a constaté à quel point on prenait pour acquis par le passé que les approvisionnements, ben, c'était une chaîne bien huilée et puis que si tu voulais quelque chose, ben, tu claquais des doigts, puis le lendemain, tu le recevais, puis il n'y avait pas de problème. On était dans un contexte d'abondance. Et là, aujourd'hui, quelques grains de sable dans les engrenages et hop, des fermetures en Chine, le prix des conteneurs qui explose, le prix de la matière première qui. Alors, l'enjeu de l'approvisionnement qui a un impact sur les prix, qui a un impact sur la disponibilité des produits, ça, à mon avis, ça va être un des gros enjeux de la prochaine décennie. Et ce que j'entends lorsque je rencontre des dirigeants d'entreprise, entre autres, c'est cette volonté d'être beaucoup moins dépendant de l'international dans ces approvisionnements. Je vous donne un exemple. Chez Soprema à Drummondville, un des gros joueurs dans l'industrie des matériaux de construction qui fabrique de l'isolant, des membranes d'étanchéité, ben, les produits pétrochimiques qui sont utilisés viennent d'un peu partout à travers le monde, notamment de la Russie. Du jour au lendemain, ils ont dû couper leur approvisionnement. Ils ont failli stopper les activités de l'usine, ce qui aurait été dramatique pour les chantiers de construction au Québec parce que c'est le plus gros joueur. Alors, le PDG, Richard Voyer, m'a dit en entrevue, notre volonté au cours des prochains mois, des prochaines années, c'est d'être beaucoup moins dépendant de l'international, de l'étranger, dans la confection de nos produits. Je pense que c'est ce qu'on va voir de plus en plus, des entreprises qui revoient leur façon de s'approvisionner, qui vont opter pour des circuits courts, puis ça va évidemment interpeller les différents paliers de gouvernement, à savoir, il faut de plus en plus que ce soit dans le manufacturier, dans les services, dans la technologie, faire en sorte qu'on est plus autosuffisant, plus autonome sur ce plan-là. Les compagnies au Québec ont un autre défi actuellement, qui est aussi le vieillissement de la population. Là, ça se ressent dans la main-d'œuvre, le manque de personnel, on le voit partout, baisse de la qualité des services. On dirait que évidemment, ça vient avec. C'est quoi le risque dans tout ça? Parce que là, tu additionnes quelque chose en plus de ce qui se passe déjà. C'est certain que là, on vit dans une période de surchauffe économique. Le taux de chômage est à son plus bas. Et puis, on parle de pénurie de main-d'œuvre. La question que les gens me posent souvent, où sont passés les travailleurs? La réponse est simple. Ils prennent leur retraite. Ils l'ont pris peut-être dans certains cas plus tôt. Ils ont décidé de ne pas donner quelques heures après la retraite. Et ce phénomène-là va s'aggraver d'ici 2030 parce que le pourcentage de la population active va continuer de baisser sous l'impulsion du vieillissement de la population. Donc, d'ici 2030, la pénurie de main-d'œuvre va s'aggraver et ce n'est qu'à partir de 2040 qu'on va revenir au niveau d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas demain la veille que, par un claquement de doigts, on va régler ce problème-là. Il y a différentes solutions, évidemment, l'immigration, la robotisation, l'automatisation,
n'y a pas de coup de baguette magique à donner pour sortir de ce problème-là, mais le constat est clair. On va se battre pour le même bassin de main-d'œuvre au cours de la prochaine décennie au Québec et des prochaines décennies. Alors, il faut accélérer certaines transformations au sein de nos organisations et il faut surtout être les meilleurs pour nos employés. Et là-dessus, je dirais que bien des dirigeants sous-estiment peut-être le pouvoir d'attraction qu'ils représentent en étant un modèle pour leurs employés. J'ai eu l'occasion à l'émission À vos affaires chaque vendredi d'aller remettre ce que j'appelle le trophée du patron de la semaine. Je demande aux Québécois de m'envoyer la candidature de leur patron s'ils estiment qu'ils méritent le trophée. La réponse est incroyable. Chaque semaine, j'ai des centaines de candidatures. Et bizarrement, lorsque je me présente pour aller porter le trophée du patron de la semaine, je me retrouve dans des organisations où la pénurie de main-d'œuvre est beaucoup moins aiguë. Que ce soit, je vais donner un exemple, les Tim Hortons de Sorel, qui sont dirigés, qui sont la propriété d'un couple. Ce couple-là est bon et flexible, très généreux avec ses employés, vraiment des leaders qui sortent de l'ordinaire. Et ben, devine quoi, leur Tim Hortons a beaucoup moins de problèmes de main-d'œuvre. Les heures d'ouverture sont demeurées intactes, puis il y a 200 employés qui font rouler l'entreprise. Et ça, je le constate quand on est dans un environnement où les patrons sont appréciés de la part des employés, le problème de main-d'œuvre est moins aigu, notamment parce que le bouche à oreille fait son travail. Hey, je travaille à tel endroit. Ah oui, tu as été bien traité, tu as du plaisir au travail, oui. Alors, ça incite d'autres travailleurs à se joindre à ces équipes-là. Est-ce que tu penses que la fiscalité, le gouvernement peut faire sa part aussi là-dessus? Je pense notamment aux retraités, là, les 60-70 ans. Est-ce que, est-ce que assouplir fiscalement ces gens-là peut être une piste de solution, évidemment temporaire, là, parce qu'on a beaucoup de temps avant 2040? Assurément, assurément, la défiscalisation d'un plus grand nombre d'heures travaillées, des crédits d'impôt plus généreux pour les travailleurs expérimentés. Je pensais honnêtement là, voir ça dans les budgets qui ont été présentés au cours des derniers mois, des dernières années. On n'a pas vu de gestes importants à ce chapitre. Je pense que ça fait partie de la boîte à outils et des solutions qui doivent être explorées pour pouvoir garder ces travailleurs expérimentés. Parfois, je dois dire aussi qu'il y a certains travailleurs expérimentés qui sous-estiment ou qui se font une idée préconçue, là, qui se disent, moi, si je retourne travailler, ça ne vaut pas la peine. Ben, je dis toujours, faites peut-être 2 fois les calculs ou entourez-vous de gens qui savent faire les calculs parce que il faut vraiment avoir un portrait très clair des revenus, des dépenses et tout ça. Est-ce que tu te dirais, puis là, j'ai un peu déjà la réponse, mais est-ce que tu te dirais positif ou pessimiste sur l'avenir économique? Positif. Toujours positif. Tu sais, l'humain s'en est toujours sorti puis a toujours amélioré sa condition. Et c'est ce que je me disais dans le plus creux de la pandémie. Souvenez-vous, mars 2020, les marchés en dégringolade, les fermetures, les craintes liées à notre propre sécurité, à notre propre santé, là, ce vide abyssal auquel on faisait face. Ben, je me disais, l'humain s'est toujours sorti de ces épreuves-là, en a rencontré d'autres, puis a toujours été plus fort, puis s'est adapté. Tu sais, l'humain s'adapte, on s'adapte aux différentes situations. Est-ce qu'on aimerait filer le parfait bonheur en ce moment dans un monde plus stable, avec un monde plus pacifique, un monde où l'économie est peut-être un petit peu plus, un monde où l'économie roule un peu plus rondement? Oui, la réponse est oui. Cependant, on fait face à des défis, puis on va en sortir plus fort, ça, j'en suis convaincu. Et il y a des gens qui vont nous aider à s'en sortir aussi. J'ai une autre question pour toi aussi. Tu sais, Pierre, ben, je suis planificateur financier. Tu sais, on met beaucoup l'accent sur bien jouer ses cartes dans un système financier fiscal qui est relativement complexe, là, comme celui au Québec puis au Canada. Tu sais, toi, tu vois comment cette profession-là, tu sais, conseiller financier, conseiller en placement, etc. C'est quoi l'importance de cette profession-là au Québec? Ben, moi, je pense que de plus en plus, on le réalise. Euh, il faut tirer profit de tout ce qui s'offre à nous. Et souvent, on ne connaît pas ou on sous-estime certaines possibilités. De jouer avec la fiscalité, c'est pas d'essayer de tricher, c'est juste essayer d'y voir plus clair dans un monde complexe, avec des lois qui sont complexes, mais dont on peut tirer profit de façon tout à fait légale, de façon tout à fait légitime.
Et si ce n'est, tu sais, parfois, je te donne un exemple, je rencontre des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'un REEE, qui ont des enfants. Puis là, tu te mets à leur parler de ça, tu te dis, ben, au lieu de faire ça, tu n'as pas pensé faire ça, t'as pas pensé. Ben, peut-être te tourner vers un planificateur ou un conseiller ou quelqu'un qui va pouvoir t'épauler. Et puis, je pense que ce rôle-là, dans une société qui se complexifie, où l'économie est parfois difficile à comprendre, c'est un rôle de guide, de conseiller très, très important. Est-ce que tu estimes que les Québécois sont bien éduqués en matière de finances personnelles? On répond un peu à la question. Je pense que les gens sont bien éduqués, mais il y a encore énormément d'inconnus pour plusieurs. Les gens, je pense, sont sensibilisés, mais je vais te donner un exemple. Si je parle de CELI, si je parle de REER, qui sont, à mon avis, des concepts euh, assez simples, ben, je dirais pas simples, mais ce sont des concepts de base à comprendre si on veut tirer profit du régime fiscal dans lequel on vit. Ben, si on ne connaît pas ce que c'est qu'un CELI et un REER, et on sous-estime parfois le nombre de personnes qui ne connaissent, qui ne font pas la différence, ben, ça témoigne du fait que oui, il y a peut-être un déficit de connaissances, mais on peut pallier ce déficit de connaissances en étant épaulé par des gens qui se connaissent et en qui on place notre confiance. Est-ce que tu penses que, point de vue État académique devrait en faire plus, point de vue de l'éducation en finances personnelles? Oui, on doit en faire plus, mais on doit surtout en faire plus pour faire comprendre aux gens. Puis parfois, quand j'ai l'occasion de rencontrer des plus jeunes qui posent des questions, tout ça, je me dis, si à 18 ans, j'avais eu le même intérêt pour l'économie que je l'ai aujourd'hui, je serais plus riche. J'aurais plus d'argent dans mon compte en banque si je m'y étais pris plus tôt. Si j'avais pris mes choses en main à 18 ans ou même à 16 ans avec mes premières payes, puis que j'avais su quoi faire de cet argent-là, au lieu de le laisser dormir dans un compte chèque pendant des années, puis pas trop savoir quoi en faire, puis comment le déployer, ben, si j'avais pris les bonnes décisions, mon patrimoine serait plus intéressant aujourd'hui. Et souvent, ce que je dis aux gens, commencez le plus jeune possible, allez vous entourer, allez chercher les conseils de professionnels et à ce moment-là, vous allez prendre de meilleures décisions, puis vous allez vous remercier vous-même dans 10, 15, 30 ans parce que vous allez avoir commencé à bâtir votre patrimoine plus jeune. Puis je pense que c'est ce qu'il faut semer dans la tête des plus jeunes, c'est le fait que tout commence très tôt dans la vie. Puis si on se réveille à 35 ans, puis qu'on se dit, je vais commencer aujourd'hui à mettre de l'argent de côté, à placer cet argent-là, tout ça, il n'est pas trop tard. Mais si vous aviez commencé 10 ans, 15 ans à l'avance, euh, ça peut représenter dans plusieurs cas, puis on le sous-estime souvent, des dizaines et des dizaines de milliers de dollars qui nous échappent tout simplement parce qu'on n'a pas profité des bons programmes puis de la fiscalité telle qu'elle est conçue au Québec et au Canada. Pierre-Olivier, tu es un excellent, excellent vulgarisateur. Félicitations pour ça, puis je ne suis pas surpris de tout le succès que tu as grâce à ça. Tu donnes également des conférences personnalisées sur des thèmes franchement intéressants, tu sais, l'impact de la pandémie sur les finances personnelles, on en a parlé un peu, à quoi ressemblera le monde de demain, comment déjouer la pénurie de main-d'œuvre dans son organisation. Je suis convaincu que ton objectif là-dedans, justement, c'est de le vulgariser au maximum, mais d'en faire apprendre le plus possible aux gens. Oui, puis c'est de rendre service, tu sais, de pouvoir partager avec les gens certaines des meilleures pratiques que je peux constater au quotidien, puis d'avoir cet échange direct avec des gens et non une caméra, ça fait différent, puis c'est toujours apprécié. Pierre-Olivier, on peut te suivre de tes chroniques dans le Journal de Montréal, TVA Nouvelle 22 heures, à vos affaires, à LCN. Y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent prochainement? Pour l'instant, ce sera tout. Hey, un énorme merci, Pierre-Olivier, au nom des conseillers, des planificateurs financiers qui écoutent le balado. Encore une fois, félicitations, puis merci pour ton temps, c'est ultra apprécié. Un gros merci de l'invitation, c'est super apprécié. À bientôt. Merci, bye.